Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 25 mars 2024. À la une de l'actualité de ce jour, l'article 72 de la Constitution devrait être appliqué à la présidente de l'Assemblée nationale. Elle devrait être destituée de son mandat de députée pour avoir trahi son parti politique et avoir incité aux troubles dans le pays, a indiqué aujourd'hui le secrétaire national du parti TGV. On l'a respecté, on l'a placé à la tête d'une institution et en retour, la présidente de l'Assemblée nationale fait montre d'une attitude indigne, poursuit Rassoua Marmak, qui poursuit que des mesures doivent être prises à son encontre étant donné ces déclarations qui sont inacceptables. Reportage de Naté Rakoutmav sur les images de Nzar Hadjiansou. Le parti TGV et le président de la République, qui sont actuellement trahis, sont à l'origine de la place de Christine Razanamassou à la tête de l'Assemblée nationale. Elle a été un mentor, un Ramanjane respecté par le parti TGV, qu'elle poignarde pourtant dans le dos en réponse à des années d'affinité. Et maintenant, elle appelle à la rébellion, prétendant avoir été trompée alors qu'elle fait partie des instances dirigeantes du pays et du parti TGV pendant plus de 15 ans. Sa déclaration est indigne, inacceptable, a déclaré aujourd'hui le secrétaire national du parti TGV. C'est précisément pour éviter que cela ne se reproduise qu'une sélection minutieuse est faite à l'endroit de ceux qui postulent pour être candidats aux législatives afin d'éviter les défections et autres trahisons, selon ses dires aujourd'hui. La présidente de l'Assemblée nationale n'a pour objectif que de créer une crise, a déclaré le secrétaire national du parti TGV, qui souligne qu'elle est en fin de mandat et cherche tous les moyens possibles pour se raccrocher. D'après Rassoua Marmak, le peuple ne doit pas se laisser entraîner dans des tentatives de déstabilisation. Ce dernier affirme que c'est elle-même qui a détourné la lutte qu'on a menée en essayant d'amener le pays vers la destruction. Heureusement, selon le secrétaire national du TGV, que le développement est en cours et que ces agissements n'affectent en aucun cas les coopérations avec les bailleurs de fonds. Profitant de l'occasion, Rassoua Marmak a précisé que les ministres ne doivent pas négliger les militants. À cet effet, ils doivent les intégrer au sein de leur cabinet et éviter de recruter ceux de l'opposition. Ils devront toujours se focaliser sur le président et le développement du pays pour éviter ce genre de trahison, a conclu le secrétaire national du TGV. Mais une trahison n'est plus opportune, a déclaré aujourd'hui le président du Sénat, le général Ravalmanana Richard. L'élection du président de la République a bel et bien eu lieu et tout le monde se prépare actuellement à procéder aux élections législatives, y compris l'opposition, a déclaré le président du Sénat. La présidente de l'Assemblée nationale fait montre d'une bassesse d'esprit et sa réaction est indigne de son âge, poursuit-il. Sur les images de Braz d'Enilson. Beaucoup de gens savent déjà que cela fait 15 ans que l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale soutient et fait partie du camp du président Andradzuel. Elle a toujours été là durant les périodes fastes, mais surtout lors des mauvais moments. Elle a traversé de nombreuses épreuves politiques, comme lors du gouvernement HVM, qui l'a démis de ses fonctions de présidente de l'Assemblée nationale, alors qu'elle avait été élue à ce poste en 2014. Et lorsque le président Andradzuel est revenu au gouvernement en 2019, elle a été élue par les députés au poste de présidente de l'Assemblée nationale. On ne peut également oublier que le gouvernement HVM l'a expulsée de son domicile, un par B à cette époque. Elle faisait partie des privilégiés au cours de ces 15 dernières années. Et en réponse à la déclaration du président de l'Assemblée nationale, samedi dernier, le président du Sénat a déclaré que cette déclaration est mesquine et indigne de l'âge de Christine Razanamassou. Elle devait rester à sa place, a déclaré le président du Sénat. Ce dernier a également affirmé que la présidente de l'Assemblée nationale se fait des illusions et n'agit que par égoïsme, poussé par la quête de vil intérêt personnel. Le président du Sénat a confirmé que la seule solution est de procéder aux élections législatives et de restaurer la paix dans le pays. Même ceux de l'opposition préparent et acceptent déjà ces élections qui auront lieu le 29 mai, a-t-il conclu.
Passons dans un autre sujet. Le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, et son vice-président Bessou Eric, ainsi que les membres du cabinet de cette institution, ont rendu visite aux 12 familles de la gendarmerie ce matin, dont la maison a été victime d'un incendie à l'EP1 Mahazoarive. La délégation du Sénat a remis à cette occasion aux familles victimes du riz, des vêtements et bien d'autres équipements. Pour rappel, l'EP1 Mahazoarive a été victime d'un incendie le 22 mars dernier. Il n'y a aucune perte humaine, mais les infrastructures ont été détruites à 80%. D'autre part, la délégation du Sénat, conduite par le président de cette institution, le général Ravalomanana Richard, a rendu visite aux gendarmes travaillant au sein de la brigade d'Ambourpouti, soignés à l'hôpital militaire de Swavnadjing actuellement. Ce gendarme, qui est encore dans un état critique du fait de la présence de balles dans son corps, a noté que ce dernier a été touché par balle par Deda Alou lors d'une poursuite à Ambourpouti et l'autre gendarme qui l'accompagnait est décédé. Et le ministre de la Justice, Radji Amanatena Soulan Dimboulatine, a rencontré aujourd'hui à Mpef les présidents des 6 tribunaux financiers de Madagascar. Leur problème commun est l'insuffisance de l'effectif des juges locaux, le manque de formation en juridiction financière des greffiers et le manque d'équipement de travail. Selon les explications, les responsabilités de la Cour des comptes sont nombreuses. Reportage signé Ruth Christelle Rakoutumalal. Les tribunaux financiers jugent en premier ressort les comptes des comptables publics, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements ou organismes publics y rattachés, et ceux des comptables de fait des dites collectivités. Il procède également au contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées et à l'examen de leur gestion, au contrôle des comptes et de la gestion des établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial et des entreprises relevant des dites collectivités, au contrôle des actes budgétaires d'une collectivité territoriale décentralisée sur saisine du représentant de la province autonome en cas de défaut d'adoption dans les délais légaux, d'absence d'équilibre réel, ou de défaut d'inscription ou de mandatement d'une dépense obligatoire. Il existe 6 tribunaux financiers à Madagascar et environ 200 missions sont assignées à chaque tribunal financier, mais seulement 4 à 7 magistrats traitent ces dossiers. L'insuffisance d'équipement et de budget pour leur permettre de travailler est également un problème commun aux 6 tribunaux financiers. Si la norme exige que 2% des budgets contrôlés soient utilisés par les tribunaux financiers, cela n'est que 0,07% actuellement. Dans le cadre du 3e pilier dans la vision du président Anchradzueln, qu'est l'amélioration de la gestion, le ministre de la Justice a rencontré aujourd'hui les présidents des 6 tribunaux financiers à Mpef à l'occasion de la journée des chefs de juridiction financière. Le but étant d'améliorer leur performance et le thème de cet atelier qui se terminera le 27 mars prochain est pour un leadership et une gestion de changement au sein des juridictions financières. Madagascar est parmi les membres du Conseil national africain et malgache de l'enseignement supérieur au CAMES pour l'océan Indien. Madagascar peut tirer de nombreux bénéfices dans ce conseil car cela permet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'accélérer la mise en œuvre de la politique générale de l'État. La semaine dernière, le secrétaire général du CAMES, Souleymane Konaté, est venu rendre visite au ministre Radji Amanatena Raza Fierson. Madagascar fait partie des pays fondateurs du CAMES, ou Conseil national africain et malgache de l'enseignement supérieur. Le retour de Madagascar à la place de leader qu'elle occupait au sein de ce conseil et les nombreux avantages dont Madagascar dispose en matière de promotion de l'enseignement supérieur est l'une des raisons de la venue du secrétaire général de ce conseil. Il a entre autres rencontré responsables au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons abordé toutes les questions, nous avons présenté le CAMES, nous avons présenté les programmes statutaires du CAMES et nous avons recueilli des questions et nous avons été aussi enrichis par les propositions faites et je pense que nous avons réussi à expliquer ce qu'est le CAMES et nous avons ressenti l'engouement de tous à revenir dans le CAMES et à participer dans le CAMES. Ensuite, nous avons eu la chance de rencontrer les doctorants, ce qui est une nouveauté, parce que le CAMES
essentiellement travaille avec les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Mais évidemment, les doctorants, ce sont les chercheurs de demain. Et nous avons la chance d'avoir cette séance de travail avec les doctorants à l'Université d'Antananarivo, où nous avons eu des questions très intéressantes. Nous avons senti une jeunesse motivée et mobilisée pour le CAMES. Et cela est important pour nous. Et aujourd'hui, nous avons fini donc la mission avec une rencontre avec les responsables d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche privées, notamment les responsables des écoles doctorales. Et c'était vraiment une réunion très intéressante, très fructueuse. Dans la foulée, une délégation du CAMES, conduite par son secrétaire général, est également venue effectuer une visite de courtoisie auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre a exprimé son soutien à cette organisation internationale et continentale africaine et sa volonté de soutenir Madagascar à retrouver son rôle de leader au sein du CAMES. Des projets de coopération ont également été évoqués, tels que la création d'un centre de préparation au concours d'agrégation, ainsi que le renforcement de l'activité d'homologation des diplômes au label CAMES. Le CAMES regroupe actuellement 19 États et a pour mission de promouvoir l'excellence académique en Afrique et à Madagascar. Concernant les actualités météorologiques, une perturbation cyclonique est en cours de formation dans l'océan Indien au large de la région Sava. Vers 15 heures locales, son centre était positionné à environ 168 km au nord-est de Weimar. Selon les prévisions, cette intempérie ne touchera pas les côtes malagasy mais provoquera de fortes pluies, notamment dans la partie nord et est du pays dans les 4 jours à venir. Reportage. Une perturbation cyclonique est en cours de formation dans l'océan Indien, au large de la région Sava, annonce Météo Madagascar dans son bulletin aujourd'hui. Vers 15 heures, son centre était positionné à environ 168 km à l'est-nord-est de Weimar. Elle se déplace lentement vers nord-ouest à 6 km par heure avec un vent moyen estimé à 45 km par heure et des rafales de 55 km par heure. Une intensification rapide est probable dans les 2 jours à venir, étant donné que les conditions environnementales s'améliorent davantage. Le risque d'impact direct sur le pays est toutefois faible, selon Météo Madagascar. Ce système devrait évoluer à moins de 100 km des côtes nord-est avant de se diriger vers les îles Mascarenhas en fin de semaine, explique-t-elle. Des dégradations des conditions météorologiques sont à prévoir avec des risques de fortes pluies, plus de 80 mm en 24 heures sur le nord, nord-est et centre-est. Le temps sera également maussade le long des zones marines côtières, surtout entre Cap d'Ambre et Vatumangi. Les prescriptions d'alerte verte sont en vigueur dans la région de Sava ainsi qu'à Intiranana 1 et 2, Marwansej, Mananara Nord, Soneranivung et Sainte-Marie. Météo Madagascar souligne également que la mer sera agitée entre Intiranan et Vatumangi dans les prochains jours, appelant ainsi les pêcheurs et les usagers de la mer à la vigilance. Dans ce même sujet, environ 400 personnes sont sinistrées dans la région d'Ano suite aux récentes intempéries. La route menant dans cette région est également coupée, mais tous les moyens doivent être mis en œuvre pour y acheminer de l'aide à ces sinistrés, a déclaré aujourd'hui le directeur général du BNGRC. Reportage de Fadjissene Mireille sur les images de Yves Janel. Tolanar est complètement inondé suite aux récentes pluies. Plus de 400 personnes sont actuellement sinistrées et ont dû être déplacées dans 3 sites d'hébergement. La route est également coupée, mais tous les moyens seront mis en œuvre pour acheminer les aides sur place, a indiqué aujourd'hui le directeur général du BNGRC. De nombreuses régions ont été victimes d'inondations lors de cette saison estivale 2023-2024, selon les informations. Il existe déjà une aide du gouvernement à travers le BNGRC dans les zones touchées. Le secteur privé s'entraide également avec le BNGRC. À cet effet, une église a fait un don de 190 tonnes de riz blanc, 60 tonnes de légumineux et 23 000 litres d'huile aujourd'hui aux populations malagasy touchées par les inondations. Ces aides qui ont été présentées aujourd'hui au BNGRC. Concernant maintenant les actualités sportives, les Barrés de Madagascar ont perdu face aux Rwandais cet après-midi sur le score de 2-0 lors de leur deuxième match dans le cadre du tournoi amical international Fenêtre FIFA mars 2024. Pour rappel, lors du premier match qui a eu le vendredi, Madagascar a gagné face au Botswana sur le score de 1-0. Ces matchs qui permettront aux Barrés d'affronter une sélection de qui est provisoirement le favori
favori du groupe C dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde, en ayant notamment battu l'Afrique du Sud sur le score de 2-0 lors de la deuxième journée. Le prochain match amical de Barré aura lieu au mois de juin. Passons à présent aux actualités internationales. Destination Sénégal. Après 3 années d'agitation et de crise, les Sénégalais attendent toujours lundi de connaître l'issue d'une élection qui tranchera entre continuité et changement peut-être radical. Ils demeurent dans l'incertitude sur la nécessité d'un second tour pour lequel aucune date n'est fixée. Reportage sur les images de France 24. Par centaines, les partisans de Bassirou Diomaye Faye manifestent leur joie près de son QG de campagne à Dakar. Si les résultats provisoires se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux, aucun verdict officiel du scrutin présidentiel n'a encore été communiqué. Ses supporters veulent pourtant croire à la victoire. On sait déjà qu'on a gagné. On sait déjà. On a battu tous les records. Des manifestations de joie qualifié de prématuré par la direction de campagne de son principal rival, Amadou Ba. Son camp se dit certain d'un second tour. Ses soutiens appellent à la prudence. On ne peut pas prononcer les résultats à 20h. Plus tôt ce dimanche, Amadou Ba, ex-premier ministre du président Macky Sall, s'est rendu aux urnes, tout comme son principal rival Bassirou Diomaye Faye, soutenu par l'opposant Ousmane Sonko. Dimanche, les Sénégalais étaient appelés à choisir entre 17 concurrents. Malgré des mois de crise politique, d'agitation et des semaines de report, aucun incident notable n'a été relevé lors de la journée de vote par les quelques 2400 observateurs accrédités. Les centres de vote que nous avons visités jusqu'ici, nous avons trouvé les bureaux ouverts à l'heure et nous avons remarqué que les Sénégalaises et les Sénégalais sont sortis en nombre pour pouvoir voter. Bon, jusqu'ici, nous sommes satisfaits. Les quelques 7 300 000 électeurs sénégalais attendent à présent les résultats officiels du premier tour de la présidentielle. La commission électorale a jusqu'à vendredi pour publier des résultats provisoires avant leur validation par le Conseil constitutionnel. À Haïti, les gangs sèment le chaos et des milliers de personnes ont fui le pays ces dernières semaines. Certains ont trouvé refuge à 2500 km de Port-au-Prince, aux États-Unis. France 24. Pour beaucoup de migrants haïtiens qui arrivent à New York, ce centre communautaire est leur premier point de passage. C'est l'œuvre de Reynold Julien. Il a fui Haïti à la fin du régime Duvalier. Près de 40 ans plus tard, sa terre natale est une nouvelle fois sous le contrôle des gangs. L'année dernière, son centre a aidé plus de 40 000 migrants haïtiens. Ils sont une douzaine à y être accueillis chaque semaine. Des cours d'anglais sont proposés ici et on les aide dans la recherche d'un travail et pour tout ce dont les migrants ont besoin en arrivant. Nous avons beaucoup de demandes à cause de la situation en Haïti. Des milliers d'entre eux sont obligés de fuir le pays. Jean-Marc a déposé une demande d'asile aux États-Unis. Il est arrivé ici il y a une quinzaine de jours, sans rien. Il a fui Haïti après la mort de son père, tué par des gangs qui ont aussi brûlé sa maison. Il a dû traverser l'Amérique latine à pied jusqu'à la frontière et passer le dangereux fleuve du Rio Grande. Un voyage traumatisant. En face de moi, il y avait 2 hommes, un Vénézuélien et un Haïtien. Ils se sont noyés parce qu'ils ne savaient pas nager. Alors que beaucoup de migrants passent par le Mexique, d'autres, comme Kartika, 22 ans, bénéficient d'une politique de regroupement familial. Elle a réussi à échapper à une tentative de kidnapping en Haïti. J'étais avec quelques amis, nous marchions, et puis il y avait des ravisseurs qui étaient en train de passer par là. Donc, nous avons couru pour éviter ça, pour nous cacher quelque part. C'était vraiment affreux. Kartika espère réaliser son rêve, devenir pédiatre. Jamais de les gens. Je ne supporte pas quand les gens souffrent. Quitter Haïti a été douloureux pour elle, mais elle n'avait pas le choix.
Et des chercheurs au Kenya tentent de développer une application basée sur l'intelligence artificielle qui pourrait détecter la tuberculose ainsi que d'autres infections thoraciques. Ils cherchent à savoir si le logiciel peut distinguer les toux des personnes atteintes de la maladie de celles qui ne le sont pas. France 4. Une application qui pourrait détecter et diagnostiquer la tuberculose ainsi que d'autres maladies respiratoires. C'est le défi que s'est lancé cette équipe à l'Institut de recherche médicale du Kenya. Dans cette salle, ils enregistrent les toux des personnes en bonne santé ainsi que celles des personnes malades. Le but, créer un logiciel qui pourrait distinguer les différents types de toux. On m'a dit qu'il y avait une nouvelle technologie que nous pouvions utiliser pour diagnostiquer la tuberculose grâce à l'enregistrement de la toux. C'est ce que j'ai fait et ils ont confirmé mon état. C'est une technologie très pratique. Les essais ont été financés par l'Institut de la santé aux États-Unis, mais ce procédé n'a pas encore reçu l'approbation réglementaire. Pour le docteur Ndouba, le logiciel pourrait contribuer au ralentissement de la propagation de la tuberculose, et ce, en réduisant l'attente du diagnostic. La plus grande réussite est la réduction du temps nécessaire au diagnostic. Dès qu'elles toussent, il suffit de les exposer à ce logiciel de déterminer qu'il s'agit de la tuberculose pour réduire la transmission de la maladie au sein de la communauté, car une grande partie de la tuberculose est due à la transmission. Pour le moment, le logiciel n'est pas encore assez précis pour répondre à la norme exigée par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, l'application doit avoir une précision d'au moins 90% dans la détection d'une infection tuberculeuse et d'au moins 80% dans l'absence d'infection. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.